Irène Nemirovsky, une vie romanesque brisée par la tragédie. Première partie, enfance et exil. Irène Nemirovsky naît en 1903 à Kiev, au cœur de l'Empire russe, dans une famille juive aisée mais peu aimante. Enfant unique, elle grandit entourée de gouvernantes françaises qui lui transmettent la langue et la culture de Paris. Son père, riche banquier souvent absent, la couvre d'affection lorsqu'il est là, mais sa mère, mondaine et distante, ne lui témoigne guère d'amour. La petite Irène se réfugie alors dans la lecture et l'écriture pour combler sa solitude. En 1917, la révolution éclate et le monde d'Irène bascule. Des troubles secouent Kiev. La famille Nemirovsky doit fuir en urgence. Irène, 14 ans, quitte sa maison en emportant quelques livres chéris. Les Nemirovsky trouvent refuge en Finlande, puis gagnent la France lorsque tout espoir de retour s'évanouit. En 1919, à Paris, ils recommencent leur vie. C'est là qu'Irène adopte définitivement la France comme patrie de cœur. En posant le pied sur le sol parisien, elle devient officiellement Irène, abandonnant son prénom russe Irina. La jeune exilée de 16 ans, avide de s'assimiler, est grisée par la ville lumière. Elle ne le sait pas encore, mais cette terre d'accueil qu'elle idolâtre abritera plus tard ses plus grandes joies et ses plus cruelles peines. Deuxième partie, gloire littéraire et illusion. Année 1920. Irène est désormais une brillante étudiante en lettres à la Sorbonne et une jeune femme mariée. Elle a épousé Michel Epstein, un immigré russe comme elle, et le couple mène une vie mondaine heureuse dans le Paris des années folles. Très vite, la plume d'Irène s'impose. En 1929, à seulement 26 ans, elle publie David Golder, son premier grand roman. C'est un succès fulgurant. Le tout Paris littéraire s'arrache ce portrait impitoyable d'un homme d'affaires juif en déclin. Le roman est adapté au théâtre puis au cinéma en 1931, faisant d'Irène une célébrité de la littérature. Au fil des années 1930, Irène Nemirovsky enchaîne les œuvres avec une discipline acharnée. Le bal, le vin de solitude, les chiens et les loups, ces romans dépeignent avec un réalisme satirique la haute société, ses hypocrisies et ses blessures intimes. Elle écrit autant par passion que par nécessité. La crise financière a ébranlé la fortune familiale et la mort de son père en 1932 l'a laissée sans l'appui paternel. Désormais mère de 2 fillettes, Irène écrit pour subvenir aux besoins du foyer et maintenir le train de vie bourgeois auquel elle est habituée. Paris la fascine. Elle s'y sent chez elle. Troisième partie, l'ombre de la persécution. Fin des années 1930. Tandis que ses romans continuent de paraître, Irène ressent peu à peu le climat changer. L'antisémitisme, qu'elle avait connu enfant en Russie, refait surface en France sous la pression de l'Allemagne nazie et de l'extrême droite locale. En 1939, par prudence ou peut-être pour se sentir davantage acceptée, Irène se convertit au catholicisme. Mais ses précautions s'avèrent dérisoires face à la tempête qui approche. La guerre éclate en 1939 et en juin 1940, la France s'effondre sous l'avancée allemande. Comme des millions de Parisiens, les Epstein prennent la route de l'exode. Ils se réfugient dans un petit village du Morvan, ici l'évêque, pensant échapper aux persécutions en se terrant loin de la capitale. Là-bas, dans la campagne bourguignonne, Irène retrouve sa fièvre d'écriture. Malgré les lois raciales du régime de Vichy qui lui interdirent de publier sous son nom, elle ne peut s'empêcher d'écrire, encore et toujours. Elle noircit des cahiers d'une écriture fine et serrée, imaginant une fresque romanesque inspirée par la débâcle de 1940 qu'elle a vécue sur les routes. Ce projet, elle le baptise Suite française. Elle le voit déjà comme son futur chef-d'œuvre, composé de 5 parties évoquant l'exode, l'occupation et la vie des Français ordinaires pris dans la tourmente. Autour d'elle, la réalité se fait chaque jour plus menaçante. Son mari Michel a perdu son emploi de banquier à cause de la guerre. Leurs ressources s'amenuisent. Dans une lettre de mai 1941,
Irène implore même le propriétaire de leur appartement parisien de réduire le loyer, expliquant que, du fait des lois anti-juives, son éditeur n'a plus le droit de publier ses livres, ni même de réimprimer ses anciens succès. Désormais interdite de publication, la romancière continue malgré tout d'écrire pour ne pas sombrer. Le soir, à la lueur des bougies, elle remplit frénétiquement ses carnets, tandis que ses deux petites filles dorment dans l'unique pièce chauffée. Parfois, Irène confie à Michel son sombre pressentiment. J'ai beaucoup écrit ces derniers temps. Je suppose que ce seront des œuvres posthumes, mais cela fait toujours passer le temps, murmure-t-elle avec un fatalisme amer. Quatrième partie, la rafle et l'ultime voyage. Juillet 1942. L'étau se resserre sur les Juifs en France occupée. À l'aube du 13 juillet, le soleil baigne tranquillement le village d'Issy-l'Évêque, ignorant le drame qui se joue. Irène, 39 ans, a le visage tiré par l'inquiétude mais s'efforce de garder une routine rassurante pour ses filles. Soudain, on frappe à la porte. Deux gendarmes français se tiennent sur le seuil. Poliment mais fermement, ils notifient à Irène qu'elle doit les suivre en vertu d'une mesure générale contre les juifs apatrides, âgés de 16 à 45 ans. En d'autres termes, son absence de nationalité française, cette formalité qu'elle n'avait jamais jugée urgente, scelle son sort. Vue du camp d'internement de Pithiviers en 1941, où Irène Nemirovsky est détenue quelques jours avant sa déportation. Le 17 juillet 1942, à l'aube, la romancière est entassée, avec des centaines d'autres, dans un wagon à bestiaux en partance, vers l'Est inconnu. Après 2 jours d'un voyage infernal, le convoi numéro 6 atteint la Pologne occupée. Irène arrive à Auschwitz le 19 juillet, épuisée mais vivante. Grâce à son âge et à sa relative bonne santé, elle échappe à la sélection immédiate pour la chambre à gaz. On lui tatoue un numéro sur le bras. Désormais, elle n'a plus de nom, plus d'identité, juste une déportée parmi tant d'autres. Au camp, Irène endure la faim, le froid des nuits sur la paillasse et la peur omniprésente. Elle tient quelques semaines. Hélas, les privations et la maladie ont raison de son corps déjà affaibli par l'asthme de son enfance. Le 19 août 1942, moins d'un mois après son arrivée, Irène meurt du typhus dans l'enfer d'Auschwitz. Ainsi s'éteint la romancière de talent, à seulement 39 ans, fauchée en pleine création. Épilogue, les survivantes et la mémoire. Miraculeusement, les deux petites filles d'Irène échappent à la rafle. Denise, 12 ans, et Élisabeth, 5 ans, sont protégées par leur gouvernante dévouée, mademoiselle Julie Dumeau. En octobre 1942, lorsque des miliciens viennent pour les arrêter à Issy-l'Évêque, leur institutrice les cache in extremis dans une armoire de l'école. Aussitôt, Julie fuit le village avec les enfants, une valise serrée contre elle. Cette valise, c'est Michel qui l'avait confiée à sa fille aînée Denise, juste avant son arrestation, comme un trésor à protéger coûte que coûte. À l'intérieur, parmi quelques papiers de famille, dort le manuscrit inachevé de Suite française, le dernier roman de leur mère. En fuyant, Denise doit vite choisir entre emporter sa poupée bleue ou la précieuse valise. La fillette lâche sa poupée et s'accroche aux écrits maternels. Elle ne se séparera jamais de ce bagage chargé de mémoire. Les deux orphelines passent le reste de la guerre cachées sous de faux noms, ballottées de cachette en cachette par des réseaux de solidarité. Elles survivent ainsi à l'horreur, sans jamais revoir leurs parents. Après la libération, Denise et Élisabeth, hagardes, arpentent les gares et le hall de l'hôtel Lutetia à Paris, là où affluent les rescapés des camps, espérant jusqu'au bout apercevoir le visage aimé de leur mère dans la foule des revenants, en vain. Au début des années 1990, poussée par ses propres enfants, Denise entreprend enfin de déchiffrer le cahier à l'encre pâlie. Elle découvre alors, bouleversée, les 2 premiers volets quasiment achevés de Suite française, ces pages écrites par sa mère au cœur de l'occupation. En 2004, Suite française est publiée à titre posthume, plus de 60 ans après sa conception. Le roman connaît un succès retentissant dans le monde entier. Il obtient même le prestigieux prix Renaudot,
fait unique pour une œuvre posthume. Tout à coup, l'œuvre d'Irène Nemirovsky renaît de ses cendres. Ses livres, jadis oubliés, sont réédités en masse et traduits dans de nombreuses langues. Le destin tragique de la romancière et les conditions miraculeuses de la redécouverte de son manuscrit suscitent une immense émotion. Irène Nemirovsky, qui avait été abandonnée à son sort par le régime de Vichy, puis ensevelie dans l'oubli, retrouve enfin sa place dans la grande galerie des lettres françaises. Aujourd'hui, la vie et l'œuvre d'Irène Nemirovsky sont étudiées, adaptées à l'écran et même portées à la scène. Sa voix, éteinte brutalement en 1942, résonne à nouveau à travers ses mots. Le manuscrit sauvé par une fillette est devenu le symbole de cette mémoire littéraire arrachée à la barbarie. Merci d'avoir écouté ce podcast. D'autres viendront très vite sur notre chaîne. Prenons un instant pour parler maintenant de L'Arche des Cévennes de Benjamin Manviel, un roman très original en 2 parties, sorti respectivement en 2023 pour la première et 2025 pour la deuxième. Le style? Ciselé, musical, unique. Des lecteurs parlent d'une écriture exceptionnelle, d'un classique moderne, d'un roman qui sonne et résonne comme une partition. Les critiques sont unanimes, immersif, percutant, on ne le lâche pas. L'Arche des Cévennes t'embarque dans une aventure aussi intime que grandiose.